bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce débat spécial consacré au dernier développement de la scène politique nationale, marqué bien évidemment par la poursuite des marches populaires en faveur d'un changement profond du système, une scène politique que caractérise également l'appel du chef d'état-major pour un dialogue productif comme moyen de sortie de crise. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Dr Abtissam Hamlaoui. Vous êtes activiste politique. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes aussi très présente sur les réseaux sociaux dont on va en parler, notamment ce soir dans le volet médiatique de la chose. Également à vos côtés, Dr Mohamed Taibi, vous êtes sociologue et enseignant. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et avec nous aussi, M. Amin Belamri, vous êtes journaliste au quotidien Achab. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir tout le monde et ça Allah yasselmek. Alors, je me tourne vers vous, Dr Mohamed Taibi. Il faut maîtriser le côté sociologique du Hirak et aussi de cette crise politique pour trouver des issues. Alors, nouveau discours de Ahmed Gaïd Salah qui appelle les personnalités des élites nationales à un dialogue sincère et constructif. Alors, d'après vous, quelle est l'importance du dialogue dans un temps de crise? Et vous savez, merci, parce que vous me lancez sur la question du dialogue et de l'expression politique, surtout quand on est en face non seulement des acteurs, je dirais des acteurs des Hirak, pas uniquement un Hirak, il y a des Hirak à l'intérieur, il y a des courants. Donc, le dialogue est une vertu. Et ça me rappelle le titre d'un livre écrit par Pierre Bourdieu, « Ce que parler veut dire ». Parce qu'en face de nous, il y a un peuple qui parle, un peuple qui s'exprime, qui revendique et qui exige des ruptures avec des gouvernances qui ont abouti à l'impasse. Donc ce que parler veut dire aussi qui parle, sur quelle base, vers quelle issue. Donc il faudrait qu'il y ait une crédibilité, pas uniquement politique ou institutionnelle, une crédibilité de celui qui produit ce qu'on appelle le verbe. Et le verbe, c'est une puissance, c'est une force qui implique des choix et qui va vers les décisions. Quand l'institution militaire propose, et j'insiste sur le mot propose, elle propose la voie du dialogue. C'est d'abord un évitement de tout ce qui peut être tension ou tout ce qui peut être mal intentionné aussi. Et le verbe, je vous rappelle une chose, une fois on a demandé à l'imam Hussein de prononcer un mot pour que Yazid lui pardonne. Non, un mot, c'est un engagement, c'est une morale et aussi c'est une lumière du cœur et de l'esprit. Donc quand on parle de dialogue, ce n'est pas un débat idéologique, c'est un débat de civilisation qu'on veut pour notre pays. Parce que l'essentiel, c'est la volonté des peuples et non pas uniquement la volonté des acteurs. Et de ce côté-là, je pense que autant la crise aujourd'hui est menaçante, tant d'un point de vue équilibre intérieur que d'un point de vue géopolitique, autant peut-être, ce que j'espère d'ailleurs, que le génie algérien, qui a beaucoup cultivé l'idée du dialogue, au moins depuis 1936, je me rappelle, entre Missa El Hajj et Cheikh Mbadis et les autres. Donc, le dialogue, c'est une arme, hier et aujourd'hui pour notre pays, afin qu'il dépasse et surpasse ces tensions, ces dérives, ces fractures, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai peur qu'il y ait approfondissement, justement, des fractures. Par absence de dialogue. Par absence du dialogue, pas uniquement autour de cette crise, par manque de dialogue, au niveau de la gouvernance institutionnelle. Et je n'ai jamais arrêté de dire que le pays est en déficit de communication institutionnelle. C'est l'une des résultats. Alors, on est tous d'accord sur l'impératif de lancer un dialogue, sur son importance en ces temps de crise, de régime aussi. Mais reste à savoir comment déterminer ces mécanismes et de quel dialogue on veut parler. Oui, tout à fait. Là, on passe à ce que j'appelais la stratégie du dialogue. Ces acteurs... Parce qu'il y a une stratégie. S'il n'y a pas de stratégie qui soit une stratégie qui produit le sens du dialogue, qui va aboutir
d'abord à un consensus qui va aboutir à une structure de prise en charge de la situation de la crise, et aussi que les hommes qui seraient appelés à s'exprimer, à proposer, à peut-être à donner des paradigmes alternatifs pour le peuple, parce qu'au fond, le dialogue est bon et nécessaire, mais la légitimité, elle est dans l'urne, dans la volonté populaire. C'est là que les problèmes se règlent. Et non pas, ce n'est pas le dialogue de partage des pouvoirs ou des espaces. Ce n'est pas le tahafut, comme diraient les philosophes. C'est une construction planifiée par des élites crédibles, compétentes, qui, à un moment donné, les personnalités nationales. Bien sûr, sur les questions des valeurs nationales, sur les questions de ce que le peuple a réalisé depuis 50 ans. Le réunion, quand on réunit quelque chose, on crée un vide. Et ceux qui aujourd'hui nous donnent des concepts à la limite du flou ou de l'imprécis sur le plan des acteurs et la position des acteurs, je dirais qu'ils veulent un peu pousser l'institution aujourd'hui qui veille, je ne dirais pas qui surveille, qui veille sur le cheminement d'un dialogue qui se passe d'ailleurs au niveau des Hirak. C'est-à-dire le dialogue avec les... Il existe sur la nature de l'État, sur les sorties de crise, sur la place de la jeunesse, sur pas mal de thèmes. L'accompagnement du dialogue et du processus qui sera lancé est demandé aussi par des figures de l'opposition, ça il faut le rappeler. Vous savez, quand il y a dialogue, il y a toujours entre les parties différentes. On ne dialogue pas avec soi-même. Il faut que les gens qui sont dans les oppositions, il n'y a pas une seule opposition, il y a des atiyaf, il y a beaucoup de profils des opposants, chacun doit s'exprimer, chacun doit dire ce qu'il a à dire, mais en s'engageant aussi, pas dans un cadre de désordre, mais dans un cadre organisé, relevant de nos traditions, de nos valeurs. Pourquoi ne pas faire venir, par exemple, les grands intellectuels religieux de notre profondeur Algérie, du sud, de Kabylie, pourquoi ne pas impliquer la sagesse nationale et sortir de cette impasse-là qui se passe entre des élites qui, dans une sorte de, font des stratégies de positionnement et non pas des stratégies pour ressouder l'ensemble national. On reviendra à vous, docteur Taïbi, notamment pour parler du dialogue dans la diversité, car c'est très important aussi. Mais je me tourne vers vous, docteur Ptissem Hamlaoui, toujours autour de cette question, de cet impératif de lancer le dialogue dans les plus brefs délais, qu'on vient le confirmer une fois, un deuxième discours du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Je crois que l'institution militaire n'a cessé d'appeler, de rappeler l'élite crédible et engagée, l'élite sincère, il faut bien le préciser, l'élite sincère et crédible auprès du peuple au dialogue. Sachant que dans notre société, et je crois que c'est un héritage au fil des années, on a un sérieux problème de communication. On n'écoute qu'à travers notre pensée. Et c'est là la gravité de la chose. Quand l'institution militaire elle appelle au dialogue, elle est là comme accompagnateur et garant. Elle ne veut pas faire partie de ce dialogue. Et c'est là l'amalgame qu'utilisent certaines élites, que je précise aussi, certaines élites pour faire passer un autre message qui peut être destructif pour le dialogue en soi-même. Quand on parle de dialogue, c'est sûr que les mécanismes de ce dialogue doivent être précisés. Mais par qui doivent-ils être précisés? L'institution, elle nous dit qu'elle est là pour accompagner et garantir. Mais les mécanismes doivent être proposés par cette élite-là, dans la diversité, comme vient de le préciser mon maître, et aussi dans l'entente et le respect mutuel. Ça, c'est très important. Quand on parle aussi d'élite sincère, là, on exclut directement celle qui court après on exclut directement l'élite opportuniste. Parce que j'ai entendu la dernière fois un très très bon sociologue, et là je dois aussi attirer l'attention sur les débats qui se font dans la rue. C'est des débats très très intéressants. Oui. De là, on peut avoir déjà une élite, des interlocuteurs très très calés et qui ont un niveau très très important.
Pas forcément les figures habituelles, vous voulez dire. Du tout, mais du tout. Là, je les suis sur les réseaux sociaux chaque soir pratiquement. Ils ont des idées extraordinaires. Ils peuvent rajouter beaucoup de choses à l'Algérie. La dernière fois, il y avait un sociologue, désolé, avec tout le respect que je lui dois, j'ai oublié le nom, j'ai un problème avec les noms. Il a dit qu'on était en 62. Aujourd'hui, c'est le même scénario qu'en 62. Il y a beaucoup d'opportunistes. Et le problème, comme il l'a soulevé, et je tiens à préciser que c'était ses idées, il a dit que nous, on reprochait souvent à nos parents qu'en 62, eux qui se sont investis dans la reconstruction de l'État, ils étaient sincères et en parallèle, il y avait d'autres opportunistes qui avaient cassé des biens vacants, qui se sont accaparés des biens, qui se sont accaparés aussi du pouvoir. Et là, l'explication que j'ai donnée, parce que lui, il ne pouvait pas être vraiment à l'offensive, c'est qu'aujourd'hui aussi, il y a des opportunistes qui sont en train de proposer des trucs qui ne peuvent servir que leur intérêt. Donc là, dans le discours du chef d'état-major, il les a exclus directement. Parce que quand il parle aussi de notre expérience dans les années 90, et quand les années 90, lorsqu'on a mis à côté la constitution algérienne, ça a abouti à l'effondrement presque de l'État algérien. C'était le chaos pratiquement. Alors, où on a une loi et une constitution qui nous gèrent, ou c'est aux forces politiques. Et là, ça va être l'anarchie totale. Alors, avant de poursuivre notre débat, justement pour s'inspirer des propos du général de corps d'armée Ahmed Daguet Salah autour de l'impératif de lancer un dialogue, je vous propose de regarder ce compte rendu. Il est signé Halim Yaïch et on revient juste après. Tout au long de son discours, le général de corps d'armée a fait appel au patriotisme des Algériens face à la situation particulièrement délicate que traverse le pays. Les termes forts employés par le chef d'état-major qui appelle les personnalités et les élites à un dialogue sérieux, rationnel et constructif sont également un appel à emprunter le chemin de la raison et de la sérénité pour trouver les solutions idoines à travers un dialogue constructif et salvateur. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a par ailleurs rappelé que le peuple algérien, ayant vécu de sombres heures durant les années 90, ne souhaitait plus revivre ces douloureuses expériences ayant provoqué tant de malheurs et où l'unique perdant était la patrie. J'ai affirmé à maintes reprises, et je le répète aujourd'hui une fois encore, que l'unique voie pour résoudre la crise que vit notre pays est d'adopter la voie du dialogue sérieux, rationnel, constructif et clairvoyant qui place l'Algérie au-dessus de toute considération. Car l'établissement du dialogue signifie la disponibilité de tous à s'entendre et s'écouter mutuellement avec pondération, sérénité, engagement et une aspiration sincère vers la nécessité, voire l'impératif de trouver les solutions idoines sans délai. En effet, le peuple algérien, dévoué à sa patrie et conscient de l'importance d'aboutir rapidement à des issues adéquates à cette crise, ne veut plus revivre les expériences douloureuses antérieures dont il a subi les affres et souffert terriblement des répercussions, tout comme il n'oublie pas et ne veut pas oublier cette pénible période qu'il a vécue durant les années 90. Nous devons, en tant qu'Algériens, tirer l'enseignement des expériences et des événements tragiques passés où la raison était absente et dont l'unique perdant était la patrie. Aussi, nous insistons sur la nécessité que toutes les parties fassent preuve de responsabilité à faire du dialogue la bouée de sauvetage de la patrie. Ce dialogue auquel les personnalités et les élites nationales, fidèles à la nation et à son intérêt suprême sacré, doivent participer. Le dialogue sincère et objectif, lors duquel il sera question de l'évaluation des circonstances que vit le pays et de concessions réciproques pour le bien du pays. C'est ainsi que l'on outrepasse les divergences entre les différents avis et du moins on réduit les écarts entre les points de vue contradictoires et contrastés, sachant que rien ne s'élève au-dessus de l'intérêt de notre pays. Notre histoire regorge de leçons et d'enseignements en ce sens que l'Algérie a traversé plein d'épreuves et de moments difficiles, mais son peuple authentique et conscient a su les surmonter grâce au sens de la responsabilité collective qui lui est connu. Le général de corps d'armée n'a pas manqué de mettre en avant l'importance et la nécessité pour les personnalités et les élites algériennes d'établir des propositions constructives dans le but d'aboutir à des solutions consensuelles.
Ayant clairement rappelé les missions constitutionnelles de l'armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah a de nouveau rappelé n'avoir aucune ambition politique et que sa principale aspiration était de servir son pays et l'armée nationale populaire, tout en affirmant considérer la crise multidimensionnelle que traverse notre pays d'un point de vue rationnel et objectif, basé sur des informations crédibles et sur un examen approfondi des tenants et des aboutissants. Le général de corps d'armée a d'autre part rappelé que les nombreuses revendications populaires exprimées jusque-là devaient servir de base et de point de départ au dialogue franc et sincère entre les différentes parties, affirmant que la priorité était dans l'instauration d'un dialogue productif, ouvrant la voie à des élections dans les plus brefs délais pour éviter les périodes de transition et d'incertitude. Le chef d'état-major a en outre souligné que le temps étant précieux, il ne fallait pas le gâcher dans des discussions stériles, éloignées du dialogue sincère et constructif. Alors, Ahmed Belhamri, dans quelle mesure ce dialogue peut nous faire éviter les erreurs du passé? Bon, il faut tout d'abord souligner un point très important dans l'allocution du général de corps de l'armée Ahmed Gaïd Salah de Tamara cette fois-ci lorsqu'il a parlé de concession. Il a appelé les parties de ce dialogue à faire des concessions. Mais par avant, il a appelé juste à un dialogue. Maintenant, je crois que l'institution militaire, elle est plus claire dans l'instauration de ce dialogue. Donc, il me semble que ce dialogue évitera à l'Algérie d'abord l'affrontement. Parce que pourquoi nous allons vers un affrontement et ensuite on va retourner à la table de dialogue. Donc, pourquoi pas commencer par le dialogue d'abord pour éviter faire l'économie de l'affrontement. C'est ça le plus important. C'est pour cela que l'institution militaire appelle à un dialogue qui doit être chapeauté par une élite nationale et également par des personnes internationales qui ne doivent pas être à l'écart dans cette situation critique qui traverse l'Algérie. Donc je pense également que l'institution militaire appelle au dialogue également pour ne pas sortir de la logique institutionnelle. Parce que la logique institutionnelle est la seule logique qui permet, qui préserve les institutions de l'État. Parce qu'une fois, c'est-à-dire on sort de cette logique institutionnelle, c'est-à-dire c'est un appel à dissoudre les institutions de l'État qui existent actuellement. Donc l'armée s'accroche à la solution. C'est une transition, mais dans la Constitution, en fin de compte, même la transition d'Ottawa, c'est une transition en elle-même, mais chapeautée ou bien, comment dirais-je, jalonnée par la Constitution. Mais une transition, une période transitionnelle extra-institutionnelle, ça représente un danger. Dans les années 90, lorsque le président Chedli a déposé sa démission et a dissous le Parlement à cette époque, on s'est trouvé devant une situation de vide. Donc pour éviter cette situation de vide, il faut éviter de sortir de la logique institutionnelle. Ça en primo. Et pour on arrive à un tiers d'entente, il faut passer tout d'abord par un dialogue inclusif. Mais là, peut-être une question un peu constitutionnelle. Le temps qui nous est imparti est très réduit et très, très court, j'allais dire, d'autant plus qu'il nous reste du mandat du chef de l'État, en l'occurrence Abdelkader Ben Salah, que très peu de temps. C'est-à-dire que là, rester dans le cadre constitutionnel et le cadre légal, c'est une bonne chose, mais aussi c'est une période très courte pour prétendre à organiser des élections présidentielles. Il me semble que pour gérer cette situation également, il y a des issues constitutionnelles pour gérer la fin du mandat du chef de l'État. Donc je pense que toutes les situations sont prévues dans la Constitution algérienne. Pourquoi chercher ailleurs et pourquoi c'est-à-dire rentrer dans le tunnel d'une transition qui n'est pas constitutionnelle, dont nous n'arrivons pas à savoir les délais. Par contre, une transition constitutionnelle, elle est délimitée par le temps. Donc on peut gérer cette situation. Pourquoi aller à une situation qui peut déraper. Donc pour vous, c'est rester dans le tout constitutionnel et
Ne pas opter pour une solution politique? Moi, j'ai toujours appelé à une solution hybride qui mélange le politique avec le constitutionnel. Parce que nous avons devant une situation qui exige ce mélange entre ce qui est politique et constitutionnel. Monsieur Taïbi, oui. Donc toute la difficulté est là, c'est d'avoir un hirak représenté pour pouvoir prétendre à un dialogue serein entre toutes les parties, d'autant plus qu'on exige leur disponibilité. Oui, c'est vrai, le hirak ou le hirak, comme je vous dis, est une situation d'expression et de revendication. Mais elle ne se limite pas, la crise ne se limite pas uniquement aux revendications des hirak. Les revendications, c'est une rupture dans l'imitation institutionnelle et aussi d'imitation dans la prise en charge des affaires publiques. Vous me lancez parce que les Algériens, à travers leur histoire, ont presque chaque fois échoué dans leur dialogue. Je vous rappelle, en 62, on a raté le coche parce qu'on n'a pas trouvé les consensus. On est passé aux logiques ghalabiennes qui restent aujourd'hui dans les discours. En 92 aussi. Notre anthropologie est faite dans la confrontation. Exact. Oui, mais vous savez, la rationalité, elle canalise les effets de débordement destructif. Et de ce côté-là, je pense même en 92, on a raté le dialogue. J'espère, et ça peut revenir à votre thèse, j'espère aujourd'hui que la nouvelle génération, qui a acquis du savoir, qui a aussi peut-être lu une partie de son histoire, elle va peut-être imposer ou s'imposer à elle-même la culture du dialogue. Et est-ce que l'accompagnement de l'institution militaire est le même? Vous savez, l'institution militaire, elle veille, comme je l'ai dit, mais les idées, parce que quand on parle de dialogue, il faut que ça génère des idées. Il est quand même différent de celui de 92. Oui, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Parce qu'en 92, certains s'accrochaient à l'institution militaire. Aujourd'hui, certains s'opposent à l'institution militaire. Donc de ce côté-là, je pense que le dialogue social, à travers des élites bien sûr, à travers des corps organisés bien sûr, pourrait prendre en charge le pays, non pas uniquement pour une sortie de crise, mais peut-être pour engager le pays, et c'est ça le plus important, vers ce qui devait être fait depuis longtemps et qui a été, je pense, sous-estimé ou même détourné. Donc le dialogue aujourd'hui, je ne vois pas, si on accepte un peu ce qu'on voit comme slogan dans l'espace public ou dans l'espace médiatique et les réseaux sociaux, où on trouve beaucoup plus de préjugés, beaucoup de reniement. La crise, c'est une question, je dirais, complexe qui mérite ses spécialistes. Le populisme n'a jamais réglé les grandes crises d'État. C'est les élites du pays. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'acteurs qui ont des idées et qui sont en mesure, et ça il faut l'insister, il faut être humble devant les revendications de notre peuple. Personne n'est le Mehdi el-Montadar. On est des Algériens, on veut préserver notre pays, on veut défendre notre État national avec des changements et des évolutions. Et je pense qu'aujourd'hui, l'institution militaire, de par le profil qui se dégage, de par les dialogues qu'on voit et la communication, je pense qu'elle va apaiser d'abord les esprits, elle va préserver le climat de quiétude et tracer peut-être les jalons qui pousseront les acteurs du dialogue à réaliser la première des choses. C'est la crédibilité des acteurs et aussi la confiance. Parce que quand il s'agit de la patrie, il y a des diversités, mais la finalité est la même. Le patriotisme n'est pas l'apanage d'une partie ou d'une autre, mais peut-être la manière d'adhérer à cette patrie, de défendre ce pays, qui apporte un plus, et je pense de mon point de vue, qu'il faudrait, comme je l'ai dit, impliquer les sagesses. Pas uniquement anthropologiquement de terroir, mais aussi les grands intellectuels, ceux qui ont été interdits de parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été interdits de parler, de par ce qu'on appelle les clivages idéologiques, qui ont peut-être parfois étouffé les institutions qui devaient parler, qui devaient prévenir, et qui devaient mettre les jalons d'une nouvelle gouvernance de notre pays. Le dialogue n'est pas fait pour le dialogue, il est fait pour un projet de société, pour un projet de mutation politique, et pour que le pays puisse exploiter ses carences pour se
se prolonger ou se projeter dans l'avenir. S'il n'y a pas ce genre-là, le dialogue devient un dialogue de positionnement, un dialogue de sourds, et peut-être qu'il va aussi compliquer les choses quand on n'entend quelques élites politiques parler d'un côté de dialogue, d'un côté de négociation, d'un côté de condamnation de nos valeurs historiques. Et là, je pense que ce dialogue a besoin de sagesse, plus peut-être que d'autres choses. Et de sérénité. Alors, ouais. Docteur Pissam Amraoui, Docteur Taïbi parle de crédibilité des acteurs. Moi, je vous poserai une question autour du rôle de la classe politique, des partis politiques dans ces temps de crise. La classe politique. Le problème de notre classe politique aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une fracture entre cette dernière et le peuple dans les 20 ans précédents. Que l'on veuille ou pas, que l'on veuille ou pas, ils ont perdu, je vais pas, c'est pas de leur faute, je tiens à le préciser, mais ils ont perdu toute crédibilité pour le simple citoyen. Pourquoi? Parce que le pouvoir, dans les dernières 20 ans, il n'y avait plus de vote, il n'y avait plus d'élections, il y avait des quotas. Et les partis d'opposition ainsi que les partis du pouvoir, ils se sont entendus avec le pouvoir pour régler leurs problèmes, avoir leur intérêt, avoir leur siège au niveau de la PN. Puis c'est tout, c'est fini entre le peuple et cette classe politique. Il n'y a plus de discussion, même ces partis, que ce soit d'opposition. D'une part, il y avait certains qui ont eu certaine crédibilité ou qui étaient de vrais militants qui ont été étouffés par le pouvoir. Ils n'avaient plus le droit de s'exprimer, ils n'arrivaient plus d'aller vers le peuple. Il y a eu aussi une fracture. Et d'autre part, il y en a certains qui se sont alignés avec le pouvoir, qui réglaient leurs problèmes, et puis c'est tout. C'est là le problème, le vrai problème. Et là, la classe politique, on ne peut plus compter sur elle au jour d'aujourd'hui. Il doit y avoir une nouvelle classe politique, et je crois qu'elle va émerger. Cette dernière, l'ancienne classe politique, peut-être elle va faire un travail, mais dans l'immédiat, ça ne va pas être facile. Pour regagner la confiance du peuple, ça ne va pas être facile du tout. Sur ce plan aussi, je tiens à... Mais pour passer aux urnes, on ne va pas attendre la création de nouveaux partis. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique qui quand même... Concernant les urnes, il y a aussi un amalgame qui est en train de se faire, parce qu'on doit le soulever. L'article 7 et 8 de la Constitution, qui parle du pouvoir du peuple, il est très très mal compris par la population. Là, la foule en elle-même ne peut pas imposer sans choix. La démocratie d'aujourd'hui, parce que là on ne parle plus de démocratie athénienne ancienne, la démocratie directe où la foule se rassemblait sur une place et levait la main pour choisir ses élus. Là on est dans une démocratie moderne. La démocratie moderne, elle est soit présentative ou semi-présentatif. Donc, dans tous les cas, il faut passer par les urnes, soit par un référendum pour dire oui ou non à une constitution, soit par des élections pour choisir, par des élections pour choisir leurs représentants. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le plus grand travail que doit faire le Hirak, qui doit se transformer en une masse électorale, et je crois que ces jeunes qui ont su protéger le Hirak, qui ont su protéger leur révolution pacifique, auront le courage et le pouvoir aussi de protéger les urnes. Ça, d'une partie. Et d'autre partie... Oui, mais qui doit protéger les urnes? Ce n'est pas uniquement les jeunes, il y a aussi les institutions qui veillent. Je vais venir. Donc, et on doit passer à l'instauration rapide de la haute instance d'organisation et de supervision qui va superviser aussi le processus électoral. Je crois que c'est là l'urgence. Quant aux candidats, c'est là aussi le vrai problème. Est-ce que la classe politique aura un candidat fiable et crédible? Que ce soit pour le 4 juillet, et je crois que ça va être impossible, déjà il n'y a pas de candidat, il n'y a eu que 2 candidats, ou pour après. C'est là la question qui se pose. Ça, c'est les urnes qui vont le déterminer. Déjà, les candidats, là, on n'a que 2 candidats pour le 4 juillet. Donc, je ne parle pas des 2 candidats, je parle après. Oui, mais il faut avoir des candidats d'abord, avant de parler des urnes. Les candidats, les gens qui seront aptes à descendre dans la rue, à convaincre les gens à avoir un programme politique.
Est-ce que la place politique, elle va suivre là? Alors, vous avez un projet de parti politique. Moi, je vous poserai la question, est-ce que peut-être vous serez candidate? Je n'obéis pas à toute... je peux pas. Je peux pas. J'ai pas l'âge. Merci. Il y a l'âge, il faut avoir 40 ans pour qu'on puisse se représenter. Peut-être un des membres du parti, je ne sais pas encore. Je rappelle que vous avez un parti, donc c'est le Front algérien de la jeunesse républicaine qui est en chantier et auquel on souhaitera longue vie. Merci beaucoup. Toujours autour du rôle de la classe politique, Amine Belhamri. Alors, d'un côté, une classe politique dite de l'opposition qui a été pendant longtemps, qui a subi les affres de la gestion de l'ancien système. D'un côté, alors, elle a subi, et de l'autre, elle subit aussi le manque de crédibilité auprès du peuple. Alors, comment sortir de ce cadre et dégager une classe politique avec laquelle nous pouvons reconstruire les institutions de l'État? Écoutez, Nazim, je crois que le Hirak a dépassé les cadres traditionnels, notamment les partis politiques. Donc, je vois que les élections présidentielles prochaines, je pense qu'il va y avoir plus de chances aux candidats libres que candidats issus des partis politiques. Parce que maintenant, je pense que ces partis politiques ont perdu leur crédibilité dans la rue. Donc, ils n'ont plus de crédibilité. Ils ont cumulé des échecs. L'échec dans la socialisation politique, qui est la première mission d'un parti politique. Regarde, il y a une constatation, ou bien un constat très important, c'est que les leaders politiques n'ont pas changé depuis plus de 20 ans maintenant. Les chefs de parti, on a les mêmes chefs de parti depuis plus de 20 ans, avant même l'arrivée de Bouteflika au pouvoir. Donc, je crois que ces partis politiques-là doivent être touchés par un hirak interne pour changer ces dirigeants, c'est-à-dire arriver à une classe politique plus jeune qui répond aux aspirations populaires, qui peuvent dialoguer avec ces jeunes. Vous voulez dire que les jeunes d'aujourd'hui, notamment ceux qu'on voit manifester les mardis à l'occasion des manifestations estudiantines, ne se reconnaissent pas dans ces figures? Oui, exact. Ils ne se reconnaissent pas du tout dans ces figures. Donc, il y a ce qu'on appelle une démission politique du jeune. Parce que ces partis politiques-là, et également les pouvoirs publics n'arrivent pas à attirer ces jeunes-là à adhérer dans des partis politiques. C'est pour cela qu'on se trouve dans cette situation de vide. Les jeunes sont démissionnaires. C'est pour cela qu'on n'arrive même pas à désigner des représentants de ce hirak. C'est ça. C'est pour cela que ce hirak, depuis 14 semaines déjà, il n'arrive même pas à désigner des représentants. Parce qu'il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance de représentation. Les partis politiques n'arrivent pas à instaurer une confiance ou bien une culture politique qui permet aux jeunes, ou bien une culture de succession, qui permet aux jeunes de participer dans la vie politique. Alors, je profite de l'occasion, parce que vous êtes journaliste, vous êtes un spécialiste des médias. Alors, vous avez parlé de la participation des jeunes, peut-être pas dans des cadres classiques, des partis politiques notamment. Ils ont une participation politique au sein de nouveaux espaces qui sont les réseaux sociaux. Oui. Et là, c'est un enjeu important. Oui, c'est un enjeu très important. C'est un enjeu notamment pour faire aboutir le dialogue. Qui a pris la place des partis politiques. Lorsque vous consultez les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a une implication politique du jeune à travers ces réseaux sociaux. Donc il n'a pas démissionné. Tout le monde qui exprime. Ils ne sont pas démissionnaires, ils sont de la vie politique, mais des cadres classiques, comme vous avez dit, qui mènent la vie, ou bien qui ont la même mise sur la vie politique en Algérie. Alors, docteur Taibi, toujours autour de ce parallèle qui existe entre la participation du jeune dans la vie politique, dans un espace réel, et sa participation et son action sur l'opinion publique dans les réseaux sociaux qui sont un espace cybernétique, donc
virtuelle. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le potentiel de la jeunesse est très important, peut-être contrairement à ce qu'on pense. Surtout ce capital jeunesse qui vient des universités, qui vient justement et qui porte les grandes institutions du pays. La jeunesse, ce n'est pas uniquement ceux qui revendiquent dans les Hirak. La jeunesse, c'est ceux qui portent l'institution militaire, c'est plein de jeunesse, l'institution sportive. Donc, nous sommes un pays jeune. Donc, quand on parle de la société de la jeunesse, il faut parler de tout ça. Et globalement, je pense que les insuffisances des partis politiques, qu'il faut relativiser. Parce que les partis politiques en Algérie, au-delà de tout, sont présents, produisent un discours, font une offre de discours politique qu'on voit à travers toutes les tendances. Donc le tableau n'est pas aussi noir que ça. Et peut-être que ce que j'appelle un peu la ghalaba politique des dernières 20 années a peut-être étouffé les partis politiques. C'est vrai. Mais le génie algérien a été toujours ancré par sa jeunesse, depuis des lustres. Et aujourd'hui, peut-être là où il y a de l'espoir, c'est que le Hirak a provoqué un élan de changement, un élan qui pousse vers de nouvelles idées. Et là, les partis doivent négocier, soit qu'ils accompagnent, peut-être à travers le Hirak, par de nouvelles lectures, par de nouveaux discours, qu'ils accompagnent les revendications de ce que j'appelle la mutation générationnelle, l'intiqal al-jili. Si les partis politiques arrivent à accompagner cette mutation générationnelle, je pense qu'on va d'abord canaliser le mouvement social en Algérie d'une manière générale, reproduire les structures des partis politiques rénovés, et là on crée un bon climat de compétition politique que seuls d'ailleurs, et peut-être c'est là ce qui me donne le plus d'espoir, seules les urnes vont exprimer les véritables volontés et mettre fin à toutes les gabegies d'un côté et peut-être même à toutes les falsifications. Et le pays, donc le pays, il vit une véritable dynamique. Si elle est maîtrisée et dirigée, je pense qu'on aura un nouvel État national et on aura peut-être le grand espace de consensus pour reproduire justement, pour gérer l'État, pour reproduire ce qui va nous permettre d'avoir un État moderne, un État potentiellement crédible. Parce qu'aujourd'hui, la politique, ce n'est plus les slogans, c'est la crédibilité des acteurs. Alors, l'un des enjeux majeurs actuellement, c'est préserver, ou pour ne pas dire contrôler, parce que ce n'est pas le mot, donc, ou protéger les jeunes, notamment les jeunes ou les consommateurs des réseaux sociaux d'une surenchère politique qui se projette de l'espace réel vers l'espace cybernétique. Oui, oh, tout à fait, ça c'est une affaire d'une grande importance. Mais c'est le rôle de qui en fait? Pardon? C'est le rôle de qui? Le rôle de toutes les institutions de socialisation d'un côté et le rôle des médias qui doivent être conscientes de la production de nos valeurs. Parce que derrière tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est les valeurs. Et la destruction des valeurs, et on a entendu et vu quelques comportements sur l'espace public, la préservation des valeurs, ce n'est pas une affaire politique uniquement, c'est une affaire d'abord de société, et aussi je dirais peut-être que les lignes de défense contre ce que vous posez comme question existent au sein de la société. Parce que le jeune, il peut être attiré, peut-être même ébahi par des images. Mais si on l'accompagne dans notre culture, au niveau de l'éducation nationale, avec des programmes appropriés, au niveau de notre espace surtout, parce que là, notre espace religieux, si on arrive à moderniser, à rénover le discours religieux. Le discours aujourd'hui dans le domaine des religions n'est pas uniquement du wa'd. Le discours, c'est l'éclairage des consciences. Et qu'une valeur n'est d'abord qu'une valeur ajoutée à la conscience historique actuelle. Parce que le jeune, de par sa conscience, de par sa sensibilité, sa subjectivité, il veut toujours se projeter dans l'avenir. Et si on ne l'accompagne pas par les universités, quand il a une université où il peut produire son savoir, quand il peut négocier ses compétences, quand il a des structures sportives là où il va s'exprimer, quand il a l'occasion de voyager dans son pays, au sud, là on va ressouder ce lien avec la patrie par des mesures intelligentes
et qui ne nous coûte pas cher. Parce que moi, je vais dire une chose, c'est que les négligences de certaines institutions médiatiques, culturelles, éducatives, religieuses, c'est ces négligences, ces insuffisances, cette manque de vision qui peut-être va faciliter que les gens soient accaparés par des institutions, par des réseaux sociaux. Et peut-être même le terrorisme a fonctionné surtout sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, peut-être d'autres valeurs vont rentrer dans notre culture. Et je resterai peut-être vigilant en disant que... pas le vide. Oui, reste vigilant parce que notre jeunesse, comme il y a des capacités de défense. Pour vous donner un exemple, la question de la religiosité en Europe. Comment les gens vivent l'islam en Europe. C'est un phénomène extraordinaire, peut-être mal encadré, peut-être mal pris en charge sur le plan doctrinaire, mais la sensibilité du jeune Algérien à préserver son identité est essentielle. Alors, toujours autour de l'enjeu médiatique, docteur Ibtissam Hamlaoui, donc l'impératif de produire d'abord un message médiatique serein, loin de toute surenchère. Mais comment faut-il faire pour y arriver? Je crois qu'on est vraiment dépassés. Ils nous ont dépassés, ils ont envahi les réseaux sociaux. Je parle de certains extrémistes, de certaines idéologies. Ils nous ont vraiment dépassés. Et leur point fort, c'est qu'ils ont utilisé un dialogue populiste. Un dialogue vraiment populiste, parce que quand on utilise les réseaux sociaux, on n'est pas obligé d'écrire des articles sur pas mal de pages ou de faire des analyses. Il suffit d'avoir un smartphone, faire une petite vidéo, dire n'importe quoi, de l'intox, dire que celui-là n'est pas bon, que ce que l'État est en train de faire n'est pas bon, il va servir que leur intérêt. Et quand tu as une personne qui n'a pas une certaine culture politique ou qui est, je vais dire, qui est un peu démissionnaire, qui n'a pas participé à la vie politique sur les 20 dernières années, parce que aussi, je dis que c'est un héritage très très lourd. De 90 à 2000, déjà il y avait la décennie noire où tout le monde avait le dégoût de la vie politique. Après, de 2000 jusqu'à ce jour où le pouvoir a imposé ses politiques, ses politiciens, sa façon de voir les choses, on n'a plus de, je ne vais pas dire d'élite politicienne, mais on n'a plus de jeunes qui sont impliqués dans la vie politique, qui savent ce que c'est qu'un parti, qui savent lire la Constitution. Je vais dire merci au Hirak parce que c'est lui qui a permis à beaucoup de jeunes de lire la Constitution algérienne, de comprendre les enjeux. Et là, je reviens à ce que je disais, eux, du début de Hirak, moi j'ai remarqué, parce que je suis très très impliquée sur les réseaux sociaux, il y avait chaque 30 secondes pratiquement une nouvelle page sponsorisée qui s'ouvrait. Et du coup, les gens, ils étaient curieux parce qu'on était au début, donc tout le monde s'abonnait, et à travers ces pages, ils arrivaient à faire passer le message qu'ils voulaient, le message qu'ils désiraient. Et au fur et à mesure, il y avait des gens qui étaient endoctrinés. Parce que, comme disait monsieur, la nature n'aime pas le vide. Et nous, on a laissé le vide autour de nous. Mais est-ce que la place de l'élite, notamment et surtout les universitaires, elle est sur les réseaux sociaux? Oui. Entre autres. Entre autres, c'est sur les réseaux sociaux, oui. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand le chef d'état-major il fait un discours, il n'y a pas beaucoup d'interprétation, il n'y a pas beaucoup de réactions. Au bout d'un certain moment, dès qu'il y a certaines pages ou certaines personnes qui commencent à faire leur lecture de ce discours, que tout le monde commence à critiquer. Donc en fait, il y a une certaine catégorie, qui n'est pas majoritaire, heureusement d'ailleurs, il y a une certaine catégorie qui ne peut faire une lecture politique. Dans le vide, le temps que leur icône, les gens qui font de l'intox, qui sont en train de faire passer le message qu'ils désirent, normalement dans ce vide, l'élite, l'élite politique, l'élite intellectuelle, les universitaires, les étudiants qui ont eu une certaine formation politique doivent se prononcer et doivent expliquer aux simples citoyens
le message que l'institution militaire ou n'importe quel politicien, voire même, a envie de faire passer. C'est là le plus grand investissement. Nous, on a laissé beaucoup de vide et ce vide a été envahi. Il y a aussi un autre point que je tiens à soulever, le militantisme. Autrefois, il y avait beaucoup d'organisations estudiantines qui avaient leur poids, qui apprenaient aux jeunes, aux étudiants, le militantisme. Qu'est-ce que c'est qu'être militant dans un parti politique ? Pas l'opportunisme. Le militantisme, c'est être dévoué à une cause. Ça aussi, ça a été détruit les 20 dernières années. Il n'y a plus de militants. Les organisations estudiantines, elles réglaient leurs problèmes. Ils étaient tous avec le pouvoir. Et il n'y avait plus d'autres notions. Même les autres partis ne sont pas investis. Parce que même si l'État, ces dernières années, a fait... Vous voulez dire que une grande partie des associations estudiantines sont en fait des organes satellitaires de partis politiques? Oui. De certains partis politiques, même pas les partis politiques de l'opposition. Parce que même cette opposition... Non, je parle des partis politiques de l'Alliance, notamment. Tout à fait. L'opposition aurait dû aussi investir dans les étudiants, pas les organisations, mais aussi au niveau des universités. C'est un travail qui aurait pu être fait sans pour autant attirer trop l'attention. Mais elle aurait trouvé déjà une base militante qui aurait pu servir aujourd'hui. Il y a aussi les scouts, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues au fil des années. Et ça a donné une classe sociale qui est là, qui n'arrive pas à faire son opinion et qui est exploitée par certains, malheureusement. Peut-être qu'elle a son opinion, mais elle n'arrive pas à l'exprimer ça aussi. De la manière adéquate, peut-être adéquate. La masse, la sameta, qui ne s'exprime même pas. Et ça aussi, c'est très très grave, parce que normalement, aujourd'hui, que l'on veuille ou pas, on est dans c'est pas une guerre, mais on doit trouver des solutions. On doit aider l'institution. Donc, si j'ai bien compris, votre idée, c'est qu'il y a une majorité silencieuse qu'on n'a pas écoutée. C'est la majorité, oui. Qu'on n'a pas écouté, qu'elle ne s'est pas encore prononcée. Pourquoi je dis que la solution, c'est les urnes? La solution, il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas dans la rue. Même par rapport aux étudiants, aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités. Il n'y a pas que l'université d'Alger, il n'y a pas que ces universités où il y a des grèves. Le Hirak était quand même, ils étaient des millions dans la rue. Oui, le Hirak, je l'ai dit aussi, que le Hirak, il doit se transformer en corps électoral. Oui, vous devez imposer votre avis, mais à travers les urnes. Il n'y a plus de démocratie athénienne. On ne peut pas sortir dans les rues et demander à ce que notre volonté soit exécutée. Ce n'est pas normal. Et encore la démocratie athénienne qu'il faut différencier d'un grand problème que les Athéniens ont eu, c'est le fameux concept d'ochlocratie, mais ça c'est un autre débat qui n'est pas d'actualité. Amine Belamri, toujours autour de l'enjeu ou de la mission que doivent jouer les organes médiatiques, tout type confondu, en ces temps de crise, notamment avec l'appel du chef d'état-major. Écoutez, c'est un peu difficile que les organes de presse classiques jouent leur rôle avec les réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a une ligne éditoriale, les rédacteurs en chef. Donc le message le plus... C'est l'information brute. C'est l'information, c'est l'intox. Donc le message qui joue le plus sur les émotions qui passent. Pas comme dans les médias traditionnels. C'est ça le problème qui se pose. Dans les réseaux sociaux, on n'a pas de ligne éditoriale. On a une confection de l'opinion publique à travers ces réseaux sociaux. Mais c'est ce qui se passait dans ces réseaux sociaux. C'est la confection des réseaux sociaux. Comme l'a dit Dr Hamlaoui, généralement, après les discours ou bien les allocutions d'Ahmed Gaïd Salah, juste après, il n'y a pas eu ni de lecture ni de réaction. Mais il y a des pages, il y a des comptes sur Facebook ou bien sur Twitter qui donnent des interprétations du lecture. Et ces lectures-là ne sont pas forcément des lectures réelles ou correctes. Peut-être ces lectures-là sont utilisées pour pour confectionner une opinion publique hostile à ces démarches de l'institution militaire. Donc, il me semble que
le défi est très important pour les médias traditionnels pour faire face à cette machine-là. Aujourd'hui, un autre défi aussi, parce qu'il y a des médias qui sont à la fois dans le cyberespace, mais aussi sont des médias qui sont organisés. Je parle bien sûr des fameux sites électroniques. Là aussi, c'est un enjeu capital. Oui, c'est un enjeu très capital, mais nous sommes très en retard dans la régularisation de la situation juridique de ces sites-là. Lorsqu'il a parlé... Est-ce que le défaut n'est pas là, justement? Est-ce que la faille n'est pas là? C'est l'absence de ce cadre juridique. La faille est là parce qu'on a cumulé le retard pour c'est-à-dire donner un statut juridique à ces sites électroniques. Jusqu'à l'heure actuelle, nous attendons la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite, du moment que la tendance actuelle, c'est les sites électroniques. Donc, on est en retard même dans la presse écrite. Il faut faire vite pour rattraper le train, pardon. Donc, on est très en retard. C'est pour cela que le terrain était favorable à l'intox et à la confection de l'opinion publique à travers des pages Facebook ou bien des comptes Facebook. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être un dernier mot. Je commencerai par vous, docteur Mohamed Taibi. Oui, vous savez, maintenant, il faut peut-être axer la réflexion sur le réel et non pas sur le virtuel médiatique. Ce que je peux vous dire, c'est que... Qui a son poids aussi, docteur Taibi, qui a son poids considérable sur l'orientation de l'opinion publique. Mais je pense que la structure de la communication en Algérie, elle est